Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus? Écrivez-nous à contact@jinkyo.com. Ces chiffres que moi je voyais arriver dans des communiqués de presse et je me disais mais c'est incroyable, je ne sais pas interroger ce chiffre, donc je fais quoi? Un copier-coller. Et c'est vraiment un problème qui m'a ça m'a empêché de dormir. Je me disais mais comment je peux savoir interroger des gens, des situations, mais pas savoir interroger des chiffres? Pour moi c'était un vrai manque. Salut à tous, salut à toutes. Salut Jean-Baptiste. Salut Élise. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre studio habituel. On a marché un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu pour rendre visite à Karen Bastien, qui est cofondatrice de We Do Data, une agence qui fait figure de référence en matière de data journalisme aujourd'hui en France. Bonjour Karen. Bonjour. On vient de voir pour parler, entre autres, d'une série que vous avez publiée sur le site Les Jours. Pour mémoire, Les Jours, c'est un site qui présente l'information sous forme de série, sous forme d'obsession, comme ils appellent ça. Et en plusieurs épisodes, vous avez raconté des histoires sur la politique d'aujourd'hui, sur la base de données que vous avez récoltées et donc présentées. Alors dans le premier épisode, vous avez réussi à classer en fait les députés selon ce que vous appelez leur taux d'emmarchitude. Et pour info, c'est Clémentine Autain, je crois, qui a le plus bas taux. Donc tu vas nous raconter tout ça et en tout cas, on peut encourager tous ceux qui nous écoutent d'aller lire cet épisode puisque le premier en fait est disponible gratuitement sur le site Les Jours. On le mettra d'ailleurs en lien de cet épisode. Alors cette série, donc c'est pas juste des datas, c'est avant tout un format de stories en dehors d'Instagram. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment cette idée a émergé ? Alors à We Do Data, on aime les datas, mais surtout on aime les raconter, les propager. Donc nous, la question du format, elle est hyper importante. Donc nous sommes en veille sur tous les formats et d'ailleurs on se fait un grand plaisir dans l'équipe à faire aussi bien du web, de la vidéo, de la réalité augmentée. On ne se met pas de limite sur le format. Le fait est que ça ne vous surprendra pas, les stories ont un grand succès en termes d'usage, et nous, venant du monde du journalisme, ayant été dans des rédactions ou ayant créé des médias, on est très sensible au format, mais également au fait que comment faire venir aujourd'hui des gens sur les sites des médias. Qu'un format marche très bien sur une plateforme extérieure, qu'elle soit GAFA ou autre d'ailleurs, c'est pas une histoire d'anti-américanisme primaire, mais notre objectif, nous, c'est que les lecteurs, ils viennent sur le site des médias, ils y restent. On voit un fort développement des modèles économiques basés sur l'abonnement. Je peux pas demander de l'abonnement si je renvoie en permanence parce que le format est génial ailleurs que sur mon site. Donc on s'est dit, comment faire des stories, mais directement sur le média, sur d'ailleurs des histoires donc forcément de data, et donc en mixant toute cette petite recette et ces ingrédients, on s'est dit on va inventer un outil qui nous permet de faire des stories directement sur le site et nourris de data. C'est quoi une story en fait ? Une story, c'est un mode de lecture finalement en slide que je peux lire simplement en avançant ou en reculant via un petit touch, avec une écriture particulière, puisqu'on peut remarquer quand même que les stories aujourd'hui, elles sont très développées sur un usage personnel. Je raconte ma journée, ma visite, ma bouffe, mes copines, etc. Et nous, le défi était également un défi d'écriture. Comment je peux écrire une enquête de data journalisme sur un format très simple, mais qui demande une écriture extrêmement limite télégraphique, mais qui doit être précise. Donc, il y a eu un travail et de format et d'écriture pour arriver à mettre des datas compréhensibles avec des graphiques sur un mobile et en touch. Oui, parce qu'effectivement, la dimension mobile est très importante dans l'histoire. Et alors, du coup, quand vous êtes allé voir Les Jours, qui, eux, alors je ne sais pas quelle perception ils ont justement du mobile, mais vous leur avez proposé quoi exactement ?
Alors, c'est des gens qu'on connaît bien, ayant passé par Libération. Ce que j'ai bien aimé au jour, et ce que j'aime bien au-delà de la ligne éditoriale, c'est leur souci permanent de dire on va tester des choses. Donc, quand on est arrivé avec cette idée-là, bien sûr, chez eux, ça a fait tilt. Ils ont un fort lectorat qui est sur mobile. Et puis voilà, ils étaient très ouverts à l'idée de tester un nouveau format. Bien sûr, chez eux, ça a nécessité toute une implication, puisque c'est un format qui n'existait pas sur le site des jours. Donc, des petites discussions techniques, on va dire, qu'on va passer de côté. C'est pas qu'elles sont inintéressantes, mais en tout cas, on peut remarquer qu'il y a peu aussi de médias qui sont ouverts à des nouveaux formats, souvent parce que justement, il va y avoir à un moment ces discussions techniques et ça va être compliqué, etc. Là, on a eu... C'est-à-dire ça rentre pas dans le système existant ? Exactement, il faut rentrer dans un système d'information et tout de suite, tout d'un coup, voilà, il y a des choses qui vont être des blocages finalement, pas d'envie, pas édito, mais de format technique. Et là, on n'a pas du tout senti ça. Ils ont mis immédiatement leur développeur en chef en lien avec nous. Et au contraire, en fait, on s'est dit, on va pas casser cette envie et ces essais qu'on avait faits et qui leur plaisaient sous prétexte d'un problème ou d'un souci technique. Donc on est passé par-dessus ça et on a réussi à mettre ce format sur leur site. Tu dis que vous avez fait des essais parce que vous, en fait, vous aviez développé le format et vous arrivez au jour en leur présentant ce que vous avez fait. Oui, c'est important d'abord pour se rassurer soi. Parce qu'il y a plein de fausses bonnes idées dans la vie. On a testé des formats et des fois, ça ne marchait pas. Voilà. Donc nous, il a fallu qu'on teste l'écriture dont je vous parlais. Donc comment on écrit ? Est-ce qu'on écrit un article comme on écrit un article sur Word ? Et puis ensuite, on coupe les phrases et puis hop, ça fait des petits slides. Bah pas du tout. On a testé ça, ça marche pas. Ce dont on s'est rendu compte très vite, c'est qu'il fallait écrire, ça va être horrible, comme un peu sur, et on se sert de ça, un PowerPoint ou un Google Slide. C'est-à-dire qu'on écrit en slide, en fait. Directement. On n'écrit pas du tout un Word qu'on coupe. Et on s'est rendu compte aussi, et là je suis devant un micro donc je m'en suis rendu compte, nous oralisons beaucoup le texte. C'est-à-dire qu'on fait un premier jet d'écriture en slide, et puis ensuite on le dit à l'oral. Et on se rend compte que dès que ça passe à l'oral, eh ben, ça va passer en slide. J'ai pas d'explication de ça. Je pense qu'il y a un côté où on arrive à raconter l'histoire et que les gens, je pense qu'en story, ils lisent, mais ils se lisent les choses dans leur tête. Et donc, il y a quelque chose de l'oralité qui fonctionne. En tout cas, nous, ça a été une astuce qui nous semble avoir fonctionné puisqu'on a eu des super retours aussi sur l'écriture et c'était pas si simple que ça de raconter des choses finalement complexes avec des données sur des écrans et sur une écriture assez télégraphique. T'arriverais à nous donner un exemple ? Là, comme ça. Pas facile, c'est-à-dire. Pas facile. Ça va se sentir beaucoup dans les découpes de phrases. Parce que, comme je lis des écrans, il n'y a pas juste le côté « Ah, il y a une virgule, il faut que je coupe ». Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Il faut que... là, je n'ai pas d'exemple précis, donc ça m'embête. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sens, en lisant les slides, si la façon... Comme un rythme de respiration. Voilà. Il y a comme une respiration dans l'écriture. Elle n'est pas forcément liée... Alors, bien sûr, s'il y a un point, une virgule ou 2 points... Il y a un arrêt. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a du graphisme avec. Ce n'est pas juste des slides de texte. C'est des slides qui accompagnent tout un univers graphique, et surtout nous en data. C'est aussi le deuxième avantage qu'on a trouvé, c'est que parfois, quand on fait de la visualisation de données en data journalisme, il y a certains graphiques qui peuvent paraître complexes. Quand tout d'un coup, ils arrivent et là, je vois des bulles partout, des axes, des abscisses et tout. Et finalement, la story, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de présenter le graphe, et puis tout d'un coup, quand je vais au slide d'après, je l'épure, et là, je vais te raconter. Cette bulle-là, c'est ça, et ça, cet axe, il sert à ça. Et en fait, on s'est rendu compte de la force de la pédagogie qu'offrait finalement une écriture très slidée, qui peut paraître peut-être un peu sèche, mais finalement, qui prend le lecteur par la main, pas à pas, slide par slide, je te raconte et je te décompose un taux d'emmarchitude ou nombre d'autres indicateurs qu'on a traités dans ces stories. Ça a été un projet lourd pour vous en termes, je ne sais pas, de personnes mobilisées, de temps ? Oui, c'était un fort investissement de notre part, mais qui avait plusieurs objectifs. Qui avait pour objectif d'abord de tester une écriture, de tester un format, de tester un outil qu'on a créé. Donc pour nous, c'est pas un one-shot. Bien sûr, là, en plus, on a pu le vivre en format obsession, c'est-à-dire vraiment essayer
sur la durée. Est-ce qu'on tient la durée? Est-ce que ça a marché parce que c'était un bon indicateur à raconter en story? Mais en fait, on s'est rendu compte que non, ça fonctionnait et puis on a pu maintenant le décliner pour d'autres médias. Donc pour nous, c'était un investissement, mais pour s'assurer en écriture, s'assurer en process, s'assurer technologiquement. Donc en fait, pour maintenant être beaucoup plus à l'aise pour le proposer à d'autres. Donc au final, c'est un succès, ce format-là, tu penses, même en dehors d'Instagram ou de Snapchat, c'est quelque chose de porteur pour un média? Moi, je pense... Vous avez des indicateurs, par exemple, qui te permettent de... Alors, vous savez que les médias sont toujours très discrets sur les indicateurs. Nous, ce que nous ont dit les jours, c'est que ça avait participé, notamment parce que ce premier épisode est toujours en libre accès, ce qui n'est pas une façon de faire classique au jour, même s'ils ont des portes d'entrée gratuites, bien sûr, pour passer au payant. Mais là, en fait, il y a du passage au payant avec cet épisode gratuit, donc ça veut dire que ça pousse à l'abonnement, c'est quand même cool. Ce qu'ils voient aussi, c'est que les gens vont au bout de l'histoire. Il faut savoir aussi que la différence d'une story classique, qui est pour d'habitude 2, 3, 4, 5 slides, nous là on fait des stories qui peuvent durer 50 slides. Est-ce que quelqu'un est capable de lire une enquête de data journalisme en story avec des indicateurs complexes sur 50 slides? Eh bien les gens vont au bout. Donc voilà, pour nous, ça c'est des indicateurs importants parce que voilà, on les emmène pas à pas et à la limite, on a entendu des gens qui nous disent « je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait 50 slides ». Donc ça c'est positif aussi. Alors, pour revenir à la base de données, donc, puisqu'évidemment, là, on a parlé du format, de comment vous avez rendu tout ça pédagogique, compréhensible. Quelle est cette base de données sur laquelle vous travaillez? Alors, j'imagine que vous en avez plein, mais cette base de données politique, par exemple. Oui, cette base de données politique, c'est un petit peu un petit dada qui nous a pris au début du mandat d'Emmanuel Macron. L'idée n'est pas de focaliser sur lui, mais c'est plutôt de tirer le bilan. Nous, en tant que journalistes, moi je bosse depuis 20 ans, et j'en ai marre d'avoir cette rage et cet énervement personnel à la fin d'un mandat en se disant « Ah, mais on ne peut pas raconter ce bilan parce que les données n'existent plus. Parce que, on sait très bien, il y a X ministères, les ministères enlèvent leurs archives. » En fait, il y a énormément de frustration, souvent, quand on essaye de faire des bilans, parce qu'on pense que sur le web, il y a tout. Non, il y a des choses qui arrivent, qui s'en vont, il n'y a plus les mêmes périmètres, etc. Donc, pour ne plus avoir cette frustration, au début du mandat d'Emmanuel Macron, on a listé tout un tas d'indicateurs qu'on souhaitait avoir sur les 5 années de ce mandat. Et donc, depuis le premier jour, nous aspirons, grâce à différentes technologies, tout un tas de choses, que ça aille, alors bien sûr les tweets, alors quand je parle du gouvernement, c'est le gouvernement, le Premier ministre, le président, mais également tous les députés, tous les sénateurs, donc on aspire tous les jours l'ensemble des tweets, leurs agendas, après toute l'activité parlementaire. Alors l'activité parlementaire, elle est en open data, donc en soi c'est pas une... Voilà, simplement nous, on la centralise, on peut l'interroger beaucoup plus vite, on n'est pas dépendant de portails existants, donc en fait c'est une immense base qu'on s'est amusé à appeler ScreenGov et qui nous permet d'être très réactifs quand on s'interroge sur un questionnement politique, que ce soit de sémantique, de données, de commission parlementaire, en fait toute l'activité politique française en un endroit. En fait, ce que tu dis, c'est que l'open data, qui donc maintenant est porté quand même depuis de nombreuses années, ça suffit pas. C'est-à-dire, on a beau avoir de l'open data, derrière, il faut quand même faire un travail énorme de tri de ces données, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est fondamental que ça existe. Après, dans notre usage, nous, au quotidien, qui est plutôt un usage intensif, on voit que c'est toujours mieux de créer sa propre base. Voilà. Aussi, tout simplement parce qu'on va la brancher à nos propres outils de visualisation. Et donc, au lieu juste de récupérer des tableurs, nous, on va voir en direct de l'information. Donc, en fait, voilà, c'est pour nous. Donc, ça vous donne des sujets, en fait. Ça nous donne des sujets, ça nous ouvre des angles. Voilà. La série sur les jours, sincèrement, je ne pensais pas qu'on allait tenir autant d'épisodes en se basant, finalement, sur de l'activité parlementaire et des tweets. Et en fait, il y a 1001 angles, mais aussi parce qu'on a bien ordonné, bien structuré et qu'on connaît bien nos indicateurs. Vous avez d'autres bases de données de ce type-là dans d'autres domaines? Alors, on en a souvent pas forcément que l'on a créé, mais qu'on accompagne, parce que We Do Data accompagne de nombreux médias, mais également le monde de la recherche. C'est quelque chose qui me plaît énormément depuis plusieurs années. On accompagne l'équipe de Thomas Piketty à la Paris School of Economics sur la base mondiale des inégalités. On accompagne le GIEC sur les émissions carbone mondiales. Donc là, c'est pas des bases que l'on a nous, mais qu'on connaît parfaitement parce qu'en fait, on les aide à les valoriser, à les raconter, à les data visualiser. Donc voilà, pour moi, c'est un travail qui est assez commun de bien connaître ces bases et de les accompagner dans leur narration. Pour le monde de la recherche, quel est votre rapport à vous, en fait? Parce qu'ils ont
Pourquoi ils ont besoin de We Do Data? Eux, ils savent très bien trier les données, ils savent très bien trouver les sujets, interpréter des choses, c'est leur métier. Donc pourquoi ils font appel à We Do Data? Ils savent très bien les analyser, mais il y a une différence entre analyser et raconter. Et je pense que la question de la narration ou du storytelling, quel que soit le nom qu'on lui donne, aujourd'hui, ça reste une qualité normalement d'un journaliste. Raconter des histoires avec de la pédagogie, voilà. Nous, on est extérieur au sujet. Un chercheur, il est à fond dans son sujet, donc parfois manque de prise de recul, manque comment hiérarchiser quelque chose où tout est important pour lui. Et nous, voilà, on va l'aider. Je pense que si on connaît plutôt bien le grand public, même si c'est un terme que j'aime pas trop parce que je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, rendre accessible au plus grand nombre, là aussi, normalement, c'est dans les qualités du journalisme. Et puis, à We Do Data, il y a aussi toute l'équipe de designers et de développeurs, c'est-à-dire raconter l'histoire, mais ensuite comment la rendre accessible visuellement, lisible, et puis créer les interactivités pour... J'ai pas l'impression, mais quand je clique sur un bouton, je suis en train de faire une requête. Je m'en rends pas compte, c'est tout le but. C'est que les gens aient une expérience interactive d'utilisateur où ils aient du plaisir, ils apprennent des choses, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, derrière, il y avait tout un tas de calculs qui se faisaient. Et ça, ces compétences-là, aujourd'hui, elles n'existent pas dans le monde de la recherche, donc on interface, quoi. We Do Data, l'agence, tu nous as parlé des médias, avec qui vous travaillez beaucoup, de la recherche. J'imagine que pour faire vivre cette agence, avec combien de personnes aujourd'hui? 7 salariés. 7 salariés. Il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Quel est le business model de We Do Data? Il est effectivement multisectoriel, mais ça c'est un choix depuis le début avec François Prosper, le cofondateur. Nous effectivement on avait 20 ans de médias dans les pattes, soit en tant que salarié, soit en tant que cofondateur de médias. Donc on a vu un peu les deux aspects. Et c'est vrai que quand on a créé We Do Data, ce qu'on voulait c'est continuer à travailler pour les médias, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait plein de choses qu'on apprendrait des autres secteurs. Ce que je veux dire là, c'est que, bien sûr, je ne peux pas nier qu'il y a une dimension économique, mais c'est un choix aussi, je dirais, éthique, philosophique, je ne sais pas, les mots sont un petit peu énormes par rapport à ce que je veux dire, mais c'est pas un non-choix. Voilà. Nous, on a du plaisir, on apprend plein de choses avec les chercheurs, bien sûr aussi avec quelques entreprises privées. Donc, par exemple, on s'est mis juste des limites. Aujourd'hui, notre travail, c'est faire de la narration, que je distingue de la communication. Par exemple, quand les entreprises nous demandent de la communication pure, on ne le fait pas, il y a de très bonnes agences qui le font. Par contre, on travaille beaucoup avec elles sur des projets internes de recherche et développement. Donc on va travailler sur des technologies où elles nous offrent la possibilité de le travailler pour eux en interne, à travers de différents acronymes de type POC, etc. On doit prouver le concept, etc. Et nous, on va apprendre des choses, et souvent les médias ne le savent pas, ou les chercheurs ne le savent pas, mais on réutilise certaines expériences ou certaines briques dans d'autres. Moi, ce que je veux, c'est finalement toutes ces barrières entre les secteurs. Aujourd'hui, dans le monde de la narration, notamment de données, les données, il y en a partout. Et tout le monde veut les raconter. Donc c'est vrai qu'on s'y prend un petit peu différemment en fonction des secteurs. Mais finalement, en fait, on a tellement à apprendre de tous les secteurs et qui sont bénéfiques à tout le monde. Donc voilà, on a trouvé ce système qui fait qu'aujourd'hui, oui, de l'entreprise privée, des collectivités publiques, la recherche, les médias font un cercle vertueux d'économie. Alors parlons aussi du data journalisme en tant que méthode finalement émergente dans le monde de l'information. Est-ce que pour toi, c'est quoi pour toi finalement? C'est une des solutions à la crise de confiance face aux médias, dans le sens où ça permet de se baser sur des faits très concrets, etc., des données, et avec beaucoup de pédagogie. Comment tu vois le rôle du data journalisme aujourd'hui? Alors c'est un rôle qui a, je pense, pas mal évolué. On s'est créé il y a 8 ans. C'était le début du data journalisme en France, mais dans les pays anglo-saxons, il avait déjà 4-5 ans. Donc quand je regarde un petit peu là dans le rétroviseur, ce que je peux dire, c'est que le data journalisme n'est plus ce petit truc de mode ou de geek qu'on a pu croire au début. Tout d'un coup, vous savez très bien, dès qu'il y a une nouvelle techno, une nouvelle technique qui arrive, on se précipite dessus, on fait plein de trucs, et puis après, ça retombe, une sorte de bulle. Là, aujourd'hui, le data journalisme, il s'est installé dans toutes les rédactions. Aujourd'hui, il y a des data journalistes, alors il peut y en avoir un ou beaucoup, en fonction des rédactions, mais tout le monde a cette compétence en interne. Donc effectivement, elle va
elle a et elle continue de participer beaucoup aux enquêtes sur le fact-checking et les fake news, parce qu'effectivement la data permet de contrebalancer, d'apporter des faits, des chiffres effectivement face à parfois des informations non vérifiées, etc. Après, je dirais que plus profondément, et c'est ce que j'espère dans l'avenir, c'est que cette nouvelle sensibilité des journalistes à la data va leur apporter une nouvelle culture. On sait que principalement les journalistes sont des littéraires, ils ont fait droit, politique, etc., etc. J'en suis moi-même l'incarnation. Et que justement finalement cette prise de conscience que j'ai eue, je la sens de plus en plus se propager. Ces chiffres que moi je voyais arriver dans des communiqués de presse, et je me disais mais c'est incroyable. Je ne sais pas interroger ce chiffre. Donc je fais quoi ? Un copier-coller. Et c'est vraiment un problème qui m'a... ça m'a empêché de dormir. Je me disais, mais comment je peux savoir interroger des gens, des situations, mais pas savoir interroger des chiffres ? Pour moi, c'était un vrai manque. Et ce que j'espère du data journalisme, et ce que je ressens aujourd'hui des rédactions, c'est que tout le monde ne deviendra pas data journaliste, voilà, parce que ça demande aussi une technicité et une appétence pour les outils que tout le monde n'a pas. Mais j'aimerais au moins que ça développe une culture de la donnée. Voilà, dans le monde journalistique, parce que ces données, il y en a partout. Et tout d'un coup, quand on commence à se pencher dedans, on se rend compte que oui, ça permet d'apporter des faits, des indicateurs, mais finalement, qui a créé ce chiffre ? Qui a construit ce chiffre ? Une donnée, c'est également une construction. C'est une construction politique, c'est une construction d'algorithmes. Donc en fait, ça nous ouvre un vaste champ, d'abord d'enquête, mais également une nouvelle façon peut-être de regarder les choses en se disant c'est un élément de plus dans une enquête, c'est une compétence de plus, il faut que j'y sois sensible, mais il faut que je sois capable de le critiquer, de démonter un chiffre en fait. Je pense que voilà, et je le vois dans les nouveaux data journalistes. Alors il y en a beaucoup plus parce que les jeunes générations maintenant ont ces formations directement en école de journalisme et c'est super. Oui, alors justement, comment on se forme à cette compétence-là, qu'on veuille devenir data journaliste ou qu'on veuille avoir une culture de base ? Aujourd'hui, dans toutes les écoles de journalisme en France, il y a au minimum une initiation. Voilà. Donc c'est super, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une compétence de base. Donc je dirais que culturellement, tous les jeunes journalistes qui sortent d'école actuellement ont eu cette initiation. Après, ceux qui veulent prolonger, c'est souvent après des parcours personnels. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à aller faire des stages spécifiquement, ils vont chercher à se former. Il faut savoir que c'est un métier où les outils évoluent en permanence, donc il faut avoir une compétence d'auto-formation très forte. Et moi, je vois ceux qui viennent en stage ou ensuite qui ont rejoint l'équipe, souvent ils ont des parcours assez atypiques. Ils ont fait une école de journalisme, puis une école de développement, par exemple. Ou ils ont fait une école de data scientist, puis une école de journalisme. Tu parlais du monde anglo-saxon et de l'avance peut-être dans ces univers-là, dans ces pays-là, en tout cas sur le data journalisme. Vous avez une particularité à We Do Data, c'est que vous concourez souvent à des prix internationaux de journalisme, et vous en avez eu un justement aux États-Unis, enfin en tout cas une sélection finale, tu vas nous expliquer exactement pour Adata sur la politique. Le sens que tu donnes à ça, c'est justement d'aller se confronter aux meilleures pratiques. Où est-ce qu'en est aujourd'hui le monde anglo-saxon du data journalisme et du coup We Do Data là-dedans ? Il y a une avance historique qui est indéniable, donc forcément une expérience qui est différente. Comment elle s'explique d'ailleurs ? Moi, je l'explique un peu et je le vois de plus en plus par ma fréquentation effectivement de conférences internationales, par le fait qu'il y a une présence de la donnée dans les écoles, je dirais au sens généraliste, beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que le chiffre n'est pas juste le cours de maths, en fait. Le chiffre ne sert pas juste à dire 2 + 2 = voilà. Il y a des cours de statistiques, il y a même sur la BBC, ça a existé pendant longtemps, une émission le samedi après-midi qui s'appelait The Joy of Stat. Je ne sais pas si vous imaginez sur France Télévisions, voilà, 1 heure de statistiques, enfin voilà. Donc c'est quand même, il y a une appétence pour d'abord pour le fait aussi, c'est une autre forme de journalisme depuis un certain temps. Voilà, on se complète avec les pays anglo-saxons, mais en tout cas sur la technicité aussi, sur les outils. Il y a moins de peur de l'outil. Et tout ça, effectivement, a concouru au fait que le data journalisme, c'est vraiment implanté d'abord dans les pays anglo-saxons. Après, ce qu'on voit, c'est que ayant eu de l'avance, ils ont pu tester aussi des modèles économiques beaucoup plus tôt, se rendant compte que la partie data
créé de l'abonnement, forcément, ça a encouragé les équipes à faire grandir les pôles de data journalisme. Ce que nous, on découvre de plus en plus, mais un peu plus tardivement. Donc forcément, il y a ils ont un vrai été... lien entre data journalisme. Oui, il y a plusieurs abonnement. études. Voilà, il y a plusieurs études aujourd'hui qui ont été faites et qui montrent effectivement ce lien. En tout cas, c'est un levier d'abonnement hyper fort. Donc ça ne peut être que encourageant pour les rédactions francophones. Effectivement, et donc du coup, ils ont eu plus de moyens, plus de journalistes. Donc, ils ont fait de plus en plus de choses. Et je pense que ce qu'ils ont réussi et qu'on n'a pas encore réussi dans les médias français, c'est que ça n'est pas juste un pôle data qui travaille dans son coin. Ça, c'est cool, on peut faire des super trucs, etc. Mais quand je parlais tout à l'heure d'une culture de la data qui doit se diffuser, c'est plutôt de se dire, dans ce journal, il y a plein de gens avec plein de compétences, des rubricaires super bons en justice, police, santé, écologie, etc. Parfois, ils n'ont pas la compétence data, mais il y a de la data dans leur enquête. Et là, ils vont s'associer avec le pôle data pour construire une enquête. Et je pense que là, ça sera vraiment plus fort quand on n'en fera pas de la data, juste dire c'est un pôle à part, ils font des trucs avec des chiffres, ok, que plutôt cette compétence qui va nourrir des enquêtes un peu partout dans les rédactions. Ça ne doit pas rester un truc à part, je ne crois pas. Et du coup, peut-être pour terminer, ce que ça m'inspire, c'est l'idée de dire vous avez comme particularité de vouloir associer de la data et de la narration. Et donc, du coup, au final, aujourd'hui, vous testez donc plein de formats. C'est quoi les formats qui sont porteurs, qu'il faut surveiller ? On parlait de stories, il y en a peut-être d'autres, ou d'autres que vous avez testés et abandonnés ? Je pense que la data, effectivement, elle s'inscrit très bien dans tous les formats. Après, il faut trouver le bon sujet. Finalement, en fait, on revient à des problématiques classiques de journalisme. Je peux en mettre en réalité augmentée, je peux en mettre en story, je peux en mettre en vidéo, je peux en mettre sur les réseaux sociaux, mais pour raconter quoi ? Qu'est-ce qui va faire que ça va être différent ? Donc, moi, je pense qu'il faut se dire plutôt que continuons à bien maîtriser la façon dont on enquête, nos sujets, et on trouvera le format, puisque finalement on peut aller partout. Le format de réalité augmentée qu'on a testé pendant la présidentielle sur les affiches des candidats, puis ensuite pendant les européennes avec Libération, je pense qu'il fonctionne parce qu'en fait c'est ce moment de l'élection où il y a des affiches partout. Donc on ne peut pas dire la réalité augmentée marche forcément avec les datas. Elle marche dans ce contexte particulier où j'ai quelque chose à scanner, où je suis dans un moment où j'ai une appétence pour apprendre des choses sur les candidats. Voilà, c'est parce qu'en fait, il y a un alignement de contexte, d'usage, d'informations à transmettre. Voilà, donc c'est en ça que je trouve qu'on ne peut pas être généraliste sur les formats qui marchent avec la data. Je pense que c'est vraiment toujours, et journalistiquement, heureusement, c'est pas une question technique. En fait, c'est une question de fond. Il faut trouver le bon sujet et on trouvera le bon format qui ira dans le contexte d'information. Merci Karen. Merci à vous. Salut Élise. Salut et à la semaine prochaine. Aparté est un podcast produit par Jinkyo. Il est animé par Élise Colette. et Jean-Baptiste Diebold. Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon. La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune. Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble et la musique composée par Boris Leble. Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram, en 2 mots, comme en latin, A, plus loin, Parté. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone, Aparté podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires. Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter. Elisco, ELIZCO. XJBDX. Merci pour votre fidélité.